Cher public sceptique, c'est pour toi, je te parle. Je vous aime. Mais vous représentez une petite niche de gens très regardants sur la qualité de ce qu'on vous propose et prompts à reprocher les défauts, les imprécisions, les incohérences. Vous n'êtes pas un public facile. Je vous aime, mais c'est compliqué de faire carrière quand on s'adresse uniquement à vous, essentiellement, et c'est pas un mystère si personne ne le fait. Mais vous n'êtes pas les seuls à regarder ce soir. Devant leur écran, en ce moment, une proportion inconnue de gens nous suivent tout en étant en désaccord avec une partie de ce qu'on traite. Je suis d'ailleurs très heureux qu'ils soient là. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux talents-croyants ou aux gens qui n'aiment pas la zététique mais qui regardent quand même. Vous avez bien raison. Donc, en désaccord, donc, spécialement en général sur ce qui a trait à l'ésotérisme. Et donc il y a un paradoxe là-dedans, voyez-vous, c'est qu'en réalité, mon cher public sceptique, la minorité, c'est nous. Si vous croyez aux énergies, aux chakras, au pouvoir de la Lune, à la canalisation des êtres dimensionnels, au voyage astral, au magnétisme guérisseur, à la transmission des pensées et à 1 milliard de petits secrets pour rester en bonne santé qui font enrager les médecins, vous ne faites pas partie du... on coupera au montage. Si vous croyez à tout ça, vous ne faites pas partie d'une minorité éveillée qui a bataillé pour trouver son chemin vers une vérité ardue, cachée, secrète, que nenni. Vous participez à un immense marché commercial de la superstition. Le mainstream, c'est vous. Ceux qui veulent lire de la science, qui s'intéressent aux connaissances établies, à la philosophie, exigeante d'une approche critique du réel, ce sont eux qui ont finalement bien du mal à trouver une parole sérieuse au milieu de l'achalandage cornucopien des révélations fracassantes des médiums, guérisseurs, chamans, coachs, grands sages, gourous, passeurs d'âmes, naturopathes, psychanalystes et pseudo-archéologues. Les grandes enseignes donnent, je vais donner un chiffre au pif, 4, 6, 10 fois plus de place aux livres sur la magie, l'occulte et l'astrologie qu'à ceux qui nous expliquent l'épigénétique, la vraie, l'anthropologie et l'astronomie. Vous n'avez aucun effort à fournir pour qu'on vous vende de la sagesse tibétaine au kilo ou qu'on vous ravitaille en bons sentiments de la pensée positive, tellement éloigné, dit-on, de la mécanique brutale du monde du travail. Sauf qu'en réalité, cette littérature plaît beaucoup aux patrons, aux puissants, et elle leur correspond. Elle est leur alibi pour garder bonne conscience, pour croire qu'ils méritent ce qui leur arrive en vertu de la loi de l'attraction ou autre narration bien commode. La littérature de l'occulte et de l'intuition envers les dimensions plus subtiles est un opium lucratif qui renvoie tout le monde vers l'introspection plutôt que vers la remise en question du fonctionnement du monde. L'ésotérisme au service du commerce, du capitalisme, de l'exploitation décomplexée des humains, voilà une vérité qui sans doute dérange, qu'il est difficile de regarder en face, qui ne s'apprivoise pas sans de grands efforts et qui évidemment est soigneusement évitée, niée par les milliers de scribouilleurs de cette littérature parasite pour laquelle on coupe des arbres et on pollue l'air et les rivières. Et si la vérité était ailleurs finalement ? Les libraires sont-ils les complices ou bien les otages de cette économie de la tromperie manifeste et de la planche savonnée des dérives en tout genre? Pour éviter de juger trop vite, recevons l'un d'entre eux, très critique de cette gigantesque part de marché, qui d'une manière ou d'une autre dénature sa profession. Thierry Jobard, auteur de Je crois, pouf, donc je suis, et également de Contre le développement personnel. Voilà, 2 livres que je vous conseille. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Alors, est-ce que j'ai dit des bêtises dans cette introduction? Non, absolument pas. Bon, déjà ça c'est bien. Alors, vous travaillez à Strasbourg dans une grande librairie. Depuis combien de temps? Depuis 25 ans. Eh ben dis donc, ça ne nous rajeunit pas. Et alors, Non. comment ça se passe dans ce rayon-là? Vous, votre rayon, c'est les sciences humaines. Mais du Oui, coup, est-ce que l'ésotérisme, ça fait partie du même rayon? c'est à côté des sciences humaines. C'est une des difficultés du métier de libraire. Il faut trouver des classifications et des rayons. Donc parfois, c'est un petit peu artificiel comme séparation, mais on a une partie religion, spiritualité, ésotérisme qui se trouve aux marges des sciences humaines, disons. D'accord. Mais donc, est-ce que c'est vous qui gérez aussi celui-ci ou pas? Non, c'est plus moi. Je l'ai fait pendant 20 ans.
Ce n'est plus moi. Donc, heureux d'arrêter ou Oui, soulagé, soulagé. beaucoup, beaucoup de livres. Les gens qui connaissent la chaîne savent qu'on a nos annales ultra chic. C'est-à-dire qu'on on reçoit parfois des livres de gens qui nous envoient. Ils sont pas là, ils sont à côté, mais j'ai notamment celui-ci. Voilà. Euh, euh, Parce que j'ai un témoignage à vous lire qui parle de ce livre-là. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de livres. Et on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Est-ce que c'est Clairement. une impression? Oui, oui, clairement. Oui, c'est chiffré. On a des maisons d'édition qui font des progressions à trois chiffres depuis 4, 5, 6 ans, et puis ça s'est accentué avec le Covid. Donc, ils doublent leur production tous les ans, au moins. Voilà. Oui, Waouh. oui. Bon. Et en termes de chiffre de vente, alors voilà, il y a une offre pléthorique. J'aimerais qu'on fasse un petit peu un panorama. C'est quoi l'offre? Il y a des jeux d'oracle, j'ai noté ça, il y a de la divination, il y a évidemment de la pseudo-médecine, mais c'est quoi les différentes offres qui se vendent? Mais c'est la première difficulté, c'est que l'ésotérisme, c'est comme le développement personnel, il faut arriver à circonscrire, et c'est ça qui pose problème, parce que c'est un domaine qui annexe différents contenus. Donc il y a une partie pseudo-médicale, il y a une partie qui se veut, qui s'intitule spiritualité pour ne pas s'appeler ésotérisme. Hmm. Euh, et puis il y a des choses qui débordent sur le religieux aussi. Donc c'est On tout va parler un de ça, arc on en va parler de l'opposition en fait entre religion et ésotérisme tel qu'il est vendu, parce que justement, c'est pas la même chose. Mais au-delà du spirit, non, parce qu'il y a aussi le mot spirituel qui est dedans, mais il y a quand même un lien très fort avec le développement personnel finalement. Est-ce que c'est facile de mettre une frontière entre l'ésotérisme et le développement personnel? Voilà, entre ces deux univers-là, est-ce qu'il y a une frontière? non, il y a de moins en moins de frontières. Ouais. Parce que si vous voulez parler d'ésotérisme, déjà en quelque sorte, c'est un petit peu aller trop loin ou pas assez. En fait, le terme même d'ésotérisme, donc qui signifie ce qui est caché, ce qui est scellé, ce qui est dissimulé, c'est un terme qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, comme celui d'occultisme d'ailleurs. Hmm. Mais vous avez des courants ésotériques, donc qu'on appelle comme ça a posteriori, depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire que Oui. les mystères d'Éleusis, c'est de l'ésotérisme. Aristote avait au lycée un enseignement exotérique et un enseignement ésotérique. Et c'est petit à petit que ça a pris une autre couleur, et que maintenant ça désigne des choses qui sont en parallèle des savoirs constitués, et mais qui maintenant concurrencent des savoirs constitués. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut définir l'ésotérisme? C'est compliqué, mais voilà, quand même Parce pour que que qu'on sache de quoi on parle. Euh, c'est très difficile à définir. C'est pour ça que moi, dans mon livre, j'emploie le terme zozotérisme. Oui. Euh, J'étais très content de ma trouvaille. Je me suis rendu compte après coup que quelqu'un l'avait déjà utilisé sur un blog, Hmm. mais c'est bien trouvé parce que, si vous voulez, l'ésotérisme en soi, et pendant longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, c'est un mode de connaissance, c'est un mode d'appréhension du réel qui est reconnu à égale dignité avec les autres savoirs. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez quelqu'un comme Jean Baudin, par exemple, qui était un penseur politique, qui a inventé le concept de souveraineté. Parallèlement à ça, il établissait des horoscopes et des thèmes astrales. Donc, pendant longtemps, la science et ce qu'on appelle l'ésotérisme marchaient ensemble. C'est petit à petit, à partir du XVIIe Oui. siècle, à partir de Galilée, Descartes, que là, les chemins se séparent. Mais si vous voulez, pendant très longtemps, quand vous prenez l'ésotérisme de la fin du XIXe siècle, par exemple l'occultisme, le spiritisme, la visée était de comprendre des choses que la science n'expliquait pas encore. Le but était simplement d'aider la science en quelque sorte en rendant compte de phénomènes dont on ne savait pas d'où ils provenaient. Et puis petit à petit, depuis les années 70, avec le New Age, c'est devenu un discours concurrent de la science. Et c'est ça qui est difficile, c'est de le définir. Parce que pendant longtemps, si on parle d'ésotérisme en tant qu'enseignement secret, qui se transmet de maître à disciple, on voit de quoi on parle. À partir du moment où l'ésotérisme se démocratise et que tout le monde y a accès, eh bien, est-ce encore de l'ésotérisme? Oui, parce que il y a l'idée d'être initié,
L'ésotérisme, c'est l'inverse de l'exotérisme où c'est ouvert pour tout le monde. L'ésotérisme, il faut des clés, il faut le langage des oiseaux, il faut des trucs comme ça. Il faut déjà être un peu allumé, éveillé, voilà, aware. Euh, et c'est pas censé s'adresser à tout le monde. Et Newton, qu'on connaît tous, qui était un génie absolu des sciences, était aussi un féru d'alchimie. Et à cette époque-là, c'était courant que les grands savants Oui, explorent parce que c'était un domaine dans lequel on pouvait encore espérer faire ses preuves. Bon, ça fait 200 ans que ça marche pas, quoi. Le public, c'est quoi? Évidemment, on pense aux femmes d'abord, parce qu'on pense à tous les magazines féminins qui sont remplis de ça, alors que les magazines masculins, c'est plutôt des grosses bagnoles et des grosses montres. Bon. Est-ce que ça se vérifie sur place dans le magasin? oui, oui, ça se vérifie. C'est un public essentiellement féminin. La grosse différence depuis une dizaine d'années, c'est le rajeunissement du public. Oui. Le public est de plus en plus jeune. C'est accentué en France avec, par exemple, la mise en place du pass culture. Donc là, vous avez droit à 300 euros de livres quand vous avez 17 ans. Et là, on voit que ben, voilà, beaucoup de jeunes se précipitent sur les jeux d'oracle, sur les livres de sorcellerie, sur la vie après la mort, etc., etc. Alors qu'il faudrait qu'ils se précipitent. Alors je fais ma pub maintenant, comme ça après je la fais plus, sur ce livre-là qui sort demain et qui coûte beaucoup moins de 300 euros. Voilà. Ou sur les vôtres qui coûtent encore moins cher. Donc les jeunes, faites un effort. Pardon, c'était pas bien. Rebondir juste sur l'esprit critique, effectivement, c'est ça aussi la problématique. C'est-à-dire que il y a une forme de perversion de l'esprit critique. Ah, C'est-à-dire que voilà, on exerce un esprit critique, on fait preuve d'une sorte de doute qui permet de se rassurer soi-même et de se mettre dans la position de quelqu'un qui est dans une démarche de réflexion et de quête. Mais en fait, c'est un esprit critique qui, qui est biaisé puisqu'il va remettre en cause des choses établies et en valoriser d'autres qui reposent sur rien du tout. oui. Mais on a l'impression qu'on fait preuve de pensée critique lorsqu'on refuse des choses qu'on nous propose. C'est humain, on est un peu comme ça, mais on a dit que ça se rajeunissait. Parce que on n'a pas parlé l'émission, hein, cher public, donc du coup j'ai un peu les réponses parfois. Les étudiants aussi maintenant sont touchés par ça, apparemment. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le niveau de diplôme des férus d'ésotérisme a augmenté. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont un bac plus 5 et qui vont lire des choses sur la vie après la mort ou les choses transgénérationnelles ou le channeling, enfin tout ce que vous voulez. Hmm. Donc le diplôme ne garantit pas que l'esprit critique s'exerce correctement sur ce genre de littérature. C'est ça aussi qui est une forme de paradoxe qui m'a intéressé au départ. Bah, C'est-à-dire que c'est pas une découverte en fait, mais c'est un paradoxe de loin. Je reconnais qu'on se dit a priori les gens devraient être protégés avec les diplômes, mais oui, on sait que non. Ouais. en fait non. Et on voit aussi que le niveau social n'est pas... Alors, encore une fois, c'est comme le développement personnel, l'ésotérisme, il y a des niveaux, puisque c'est un marché, donc le marché, c'est stratifié, c'est diversifié. Et en fonction des catégories sociales, on a recours à tel ou tel type de livre d'ésotérisme ou tel type de développement personnel, sachant que vous avez des cadres supérieurs qui, avant d'aller travailler le matin, vont tirer des oracles. Mais ils ont le droit, mais c'est vrai que si c'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions, faut pas s'étonner qu'on a des cracks boursiers, quoi. Euh, Voilà. donc on a le féminin sacré qu'on n'a pas évoqué, mais qui fait partie de Oui, l'offre. C'est oui, un truc aussi alors, qui est pas nouveau, mais qui était un peu confidentiel avant, en fait. oui. Alors ça, c'est l'ésotérisme se branche sur des grands mouvements sociaux aussi, en tout cas des grands mouvements sociétaux. C'est-à-dire que le féminisme qui heureusement a pris en vigueur ces dernières années, pas suffisamment encore, donne des idées à tout un tas de gens, avec notamment ces notions de féminin sacré. Alors la sorcellerie, c'est une chose déjà. On reprend la figure de la sorcière telle qu'elle avait été reprise déjà par les féministes américaines des années 70. Et le féminin sacré, c'est un petit peu la même chose, à ceci près que c'est quand même un courant particulièrement
suspect, notamment aux yeux de la Miviludes. Il y a eu pas mal de signalements déjà, vous en parliez tout à l'heure de la Mivilude, Mm. parce que ça fait entrer dans une espèce de confrérie ou consororité, je ne saurais dire, avec une forme de soumission aussi, de hiérarchie, une forme de soumission volontaire qui s'installe aussi dans certains cercles. Donc ça, c'est très présent. Et bon, parmi les questions qui se posent, c'est qu'on va essayer de répondre, en tout cas de poser, c'est pourquoi ce succès-là? Et il y a un truc qui s'est produit, c'est la pandémie, et tout ce qui s'ensuit, et les confinements. Et j'ai l'impression, et on en a parlé un peu, je crois, que, voilà, et dans votre bouquin, ok, il y a une bascule là. Il s'est passé quelque chose depuis qu'on est déconfiné. Ces rayons-là, ils ont enflé en fait. Oui, moi j'ai déjà discuté avec plusieurs libraires qui m'ont dit que quand le confinement s'est achevé, les deux rayons vers lesquels se sont précipités les clients, c'était le développement personnel et l'ésotérisme. Ouais. Sachant que oui, le confinement, c'est quand même le grand moment de confrontation avec soi-même. Mm. Et tout un tas de questions qui surgissent, tout un tas d'angoisses qu'on peut comprendre, évidemment. Et puis une recherche de sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de flottement au moment de la pandémie avec voilà, des décisions politiques qui ont été prises, on ne savait pas trop, les voix discordantes de certains médecins. Donc il fallait chercher des réponses par soi-même et essayer de trouver une vérité aussi, parce que la grande euh, question de l'ésotérisme, c'est trouver sa propre vérité. C'est aussi une des différences par rapport à l'ésotérisme classique, qui était un enseignement qui se transmettait, une forme de un corpus de connaissances. Là, c'est complètement différent. Il s'agit de se faire soi-même sa vérité, de créer soi-même sa propre réalité, et surtout de refuser d'une certaine façon le dialogue, l'argumentation, la confrontation, parce que ça ne repose plus sur un socle de connaissances, ça repose sur un ressenti, Mm. une expérimentation personnelle dont je n'ai pas à rendre compte. Et celui qui veut échanger avec moi, s'il ne ressent pas cela, eh bien tant pis. Il est trop différent de moi. Je n'aurais, je perdrais mon temps à essayer d'expliquer des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se ressentent. Ouais. La vérité intérieure, elle se ressent. Il n'y a pas besoin de travailler plus que ça. Elle se révèle comme ça. Et donc, on a une spiritualité à la carte en fait. Et c'est ça la grande opposition. Parce que il y a différents modes dans l'humanité. Il y a la religion qui en général vient avec un dogme et impose des choses. Et ce type de mouvement-là, c'est aussi un mouvement qui s'oppose évidemment après le Covid, à la science, à la parole scientifique, qui a connu des revers. Et on peut comprendre que les gens se disent mince, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Mais qui s'oppose aussi à la religion en fait. Une sorte de triangle entre science, religion et ésotérisme, spiritualité à la carte, qui semble, et ça, enfin voilà, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais ça a l'air d'être vraiment, d'avoir le vent en poupe, quoi. Est-ce que ça se ressent Oui, dans la parce que, discussion que vous avez avec les gens en magasin? oui, oui, bien sûr. C'est un phénomène qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas seulement français, qui n'est pas seulement européen, qui n'est pas seulement occidental, mais c'est un phénomène assez mondialisé parce qu'on a affaire là peut-être à quelque chose qui est en train de s'installer, qui serait une forme de spiritualité mondiale, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une spiritualité à la carte. Le gros mot, c'est religion. La religion, c'est le dogme, Hmm. c'est les exigences, c'est éventuellement la hiérarchie, et c'est la contrainte d'une certaine façon. Et de ça, l'individu contemporain n'en veut plus. Ouais. Donc, il va piocher dans différents enseignements qui viennent d'un peu partout et il va les accommoder à sa sauce. C'est-à-dire qu'un soir, il va être sorcier, le lendemain, il sera chaman et le surlendemain, il parlera avec ses anges. Oui, parce qu'en plus, voilà, on n'est pas enfermé dans une offre, on peut picorer un peu n'importe où, et puis on peut changer de crèmerie, et puis on a un parcours, on a vous voyez dans le livre, on a le sentiment d'être toujours en évolution, puisque on a plein d'offres différentes sur le marché. Oui, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est exactement l'image du consommateur de biens de salut, comme on dit, qui va faire son marché
et prendre ce qui l'intéresse ou ce qui l'accommode sur le moment, et puis rejeter le reste dès que ça lui semble. Parce que c'est ça aussi l'une des grandes différences avec l'ésotérisme classique, c'est que l'ésotérisme contemporain se veut pratique et efficace. Oui. On n'est pas dans la poursuite d'une connaissance du monde, on est dans une connaissance de soi-même et surtout dans la recherche d'outils qui seront autant de ressources pour faire face à la réalité et pour la vivre le mieux possible. Bah, on cherche des outils en gros, pour du bien-être personnel. Et le mot clé, c'est individu, personnel. On revient sur le côté développement. Il y a un individualisme épistémique. Vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre. Chacun sa vérité, qui rend extrêmement compliqué l'exercice du débat, parce que, alors, les religions sont pleines de défauts, c'est très compliqué, mais quand quelqu'un vient avec un livre sacré, et on sait qu'il croit ça, on peut débattre. Il pourra éventuellement rajouter 1000 couches d'interprétation et fuir la contradiction, parce qu'ils sont experts de ça, mais n'empêche que, in fine, on a quand même un corpus, alors que comment on débat avec quelqu'un pour qui la vérité, c'est quelque chose qui doit se sentir. Il n'y a pas de rapport extérieur, et donc c'est extrêmement inquiétant en termes de dérives sectaires, parce que les religions sont extrêmement fortes pour les dérives sectaires, mais dans ces mouvements avec le nouveau ésotérisme et les nouvelles médecines un peu bizarres, comme la vérité est ressentie et que les gens qui sont... Enfin, tous les gens qui croient à ces thérapies alternatives, ils sont praticiens, hein. On ne vend pas des séances, on vend des formations. Euh, et donc la dérive, elle est totale, et c'est des gens avec qui on ne peut pas débattre, parce que, comme vous dites, on n'est pas dans le même monde. Et moi, je suis extrêmement inquiet par rapport à ça. L'ami Vilude est extrêmement inquiète par rapport à ça. Euh, donc ce côté individualiste, que vous voulez développer un peu ce que ça recouvre. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son de l'invité pour l'instant. Il apparaît assez tôt dans l'histoire, au moins dans l'histoire européenne. Mais là, si vous voulez, c'est un individualisme donc épistémologique, et c'est surtout l'idée que cet individu se pense comme désaffilié, Mm. désinstitutionnalisé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système qui avait ses défauts, bien sûr, mais qui avait quand même certaines qualités, à savoir, si on prend par exemple l'Église catholique qui a dominé en France pendant à peu près 2000 ans, l'Église, effectivement, c'est un dogme, c'est un corpus de croyances, mais c'est aussi un lien social, c'est aussi une communauté, c'est aussi une paroisse, c'est aussi une aide, c'est un accompagnement du baptême jusqu'à la mort. Alors on peut rejeter tout ça, effectivement, mais on a une telle image de la religion aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, comme étant vraiment le repoussoir absolu de la chose qui nous aliène, qu'on n'a aucune nuance dans le jugement. Alors que l'individualisme dont on parle, c'est l'individualisme du sujet néolibéral, hein, c'est-à-dire que il ne se reconnaît d'appartenance que celle qu'il choisit. Et c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que on peut comprendre avec le développement personnel, par exemple, que euh, il pense à son bien-être personnel avant tout, mais pour ce qui relève des croyances, comment peut-on choisir de croire? C'est la question. Une croyance, en théorie, c'est quelque chose qui s'impose, peut-être par le milieu, peut-être par la famille, peu importe, mais c'est quelque chose dont on ne décide pas. Alors que là, cet individu néolibéral, il pense même qu'il peut choisir de croire ce qu'il veut. J'invite tout le monde à s'intéresser. Vous évoquez un peu le problème de c'est quoi croire, et le bouquin dont j'ai déjà parlé de Sébastien Déguez, Croivé, Je le cite qui d'ailleurs, est, oui. je crois, qui sera une référence, hein, à l'avenir. Vraiment, c'est un bouquin Ouais. qui fait beaucoup de ménage. J'ai pas arrêté de dire, c'est un bouquin que je voulais l'écrire. Voilà. Donc j'en veux beaucoup à Sébastien. Il est très très bon. Et voilà, est-ce qu'on peut choisir de croire? C'est toute la question de l'acrasie de la croyance. Est-ce qu'on peut choisir de croire ou pas croire? Bah, ça dépend ce que veut dire croire. Euh, Oui, et, et si mais c'est croire pour est ça une que pratique, est un je parle du entraînement, livre etc. je parle du livre de Sébastien Dieguez parce que lui, il introduit la notion de croyance. Oui. C'est là la distinction qu'il opère. La croyance ne se décide pas, la croyance
elle, se décide et s'appuie sur l'affectif principalement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est aussi ce qui m'a décidé à écrire ce livre. C'est-à-dire que quand je discute avec des clients ou des clientes du rayon ésotérisme, la chose qui m'a frappé de multiples reprises, c'est que ils n'y croient pas vraiment. Ils n'y croient pas vraiment. Il C'est y une a, croyance morte, ouais, c'est une semi-croyance. c'est ça. Il y a pas de mots il y a croyance, il y a des croyances semi-propositionnelles, c'est proposé par Dan Saber. Pour l'instant, les philosophes, les chercheurs, etc., qui travaillent là-dessus, il n'y a pas encore de consensus sur comment on appelle ce phénomène qui correspond au langage courant à croyance, alors que le mot croyance, c'est un chapeau. Il y a plein de trucs Si dehors il fait nuit, je vois qu'il fait nuit, je crois qu'il fait nuit, et j'ai raison, mais c'est quand même une croyance. Mais si je crois que après la mort, il y a des choses et je reverrai mes amis, etc., c'est aussi une croyance, sauf que c'est pas le même type de rapport à la chose crue. Donc c'est pas le même phénomène, et pourtant c'est le même mot. Et donc on aura besoin dans l'avenir que le langage évolue pour qu'on puisse nommer ces choses-là. Et vous avez raison, est-ce que les gens y croient pour de vrai? J'ai l'impression qu'il y a un rapport qui ressemble. Moi, dans mon bouquin, je compare ça au jeu de rôle et au fandom. Les gens qui aiment contribuer à un univers d'Harry Potter et qui aiment se prendre pour des membres de Gryffondor ou de Serpentard. Ils savent que non, mais on fait comme si que. Et il n'y a pas de conséquences. Mais que si votre truc, c'est de vous prendre pour une sorcière, et que quand votre voisine, elle a un cancer, ah, bah, je vais faire comme si que je pourrais la guérir, les conséquences sont différentes. Oui. En fait, il y a un psychanalyste qui s'appelait Olivier Manoni, qui a écrit un texte qui s'appelle Je sais bien, mais quand même, qui est un article. On est là-dedans, en fait. C'est-à-dire que je sais bien que l'orage qui gronde dehors, ce n'est pas la colère des dieux, mais quand même, j'aimerais bien un monde où ce soit comme ça, parce que ce serait tellement plus sympa. Vous voyez, Mm. c'est ça. Il y a quand même une espèce de recul par rapport à la croyance, qui va pas jusqu'à l'esprit critique non plus, mais c'est une espèce d'accommodement, une espèce de d'étape entre le rêve et la réalité qui est assez étrange en fait. Mais pas, on a notamment, on en a deux dans le local, des livres pour interpréter les rêves. Je me mets à la place des gens qui feuillettent ça après qu'ils ont fait un rêve. C'est un peu comme quand on feuillette l'horoscope. Je suis persuadé qu'une grande majorité de ces gens-là ne croient pas vraiment euh, que c'est la vérité qu'ils sont en train de lire. Mais ça leur plaît de trouver du sens dans les choses. Et se plaire à trouver un sens dans les choses, on peut l'avoir dans la fiction, on peut l'avoir dans le jeu, quand on joue la comédie, quand on fait quelque chose, ou dans une passion pour l'entomologie ou la botanique, qui donne du sens un peu aux choses. J'ai l'impression que c'est un peu ce rapport-là, qui a un ordre d'esthétique, et voire ludique, qu'on retrouve dans les théories du complot parfois. Il y a un côté ludique là-dedans. Et nous qui sommes sceptiques, on a un petit peu les pisses froids, on emmerde les gens en leur disant mais arrêtez de vous amuser, on passe pour des connards en fait. Ah, Évidemment, mais c'est pas le but, mais juste on a au moins un peu conscience du fait que on est au bord du précipice quand on joue avec ces choses-là. Et la plupart des gens se disent mais moi je maîtrise, ça va, je sais ce que je fais, et il n'y a pas de risque. Et je suis pas persuadé que les gens mesurent vraiment les risques qu'il y a là-dedans. non, parce qu'en fait, c'est une chose qui se fait à petits pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas grand risque à croire à la numérologie, il n'y a pas grand risque à imaginer qu'un ange gardien qui s'appelle, je ne sais pas, Jean-Kévin, veille sur vous Alors, le ce long de sera votre Jean-Kévin vie. Naël, s'il te plaît. Ah Jean-Kévin oui. Naël, au moins, hein. Et, Pardon. mais petit à petit, effectivement, ça se greffe sur d'autres choses. C'est-à-dire que le néo-druidisme ou le néopaganisme peut déboucher sur des mouvements politiques d'extrême droite. C'est pas qu'il peut, c'est que ça arrive, Oui. et fréquemment. Euh, L'idée selon laquelle ma journée sera déterminée par la position des astres ou je ne sais quoi d'autre, ou par les pierres que j'aurai autour de moi, petit à petit, ça induit un rapport au réel qui repose sur de la magie, tout simplement. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on est dans une époque où, quand bien même l'idéologie progressiste a du plomb dans l'aile, euh, on voit cohabiter à la fois un régime
disons, scientifiques au sens le plus large et le plus neutre, et en même temps des choses qui relèvent d'une pensée magique. Et c'est ça qui est aussi très étonnant, cet accommodement des deux qui devrait normalement s'exclure. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du métier. On va revenir après dans le contenu, mais du métier de libraire, pour voir un peu le problème. J'ai un témoignage à vous lire, ça va me prendre une minute. C'est quelqu'un qui nous suit sur les réseaux, qui a je vais je vais pas donner son nom, enfin si, puisqu'il a mis ça en public, c'est Histoire avec un grand H, donc il est historien de base, et il bosse dans une grande enseigne, donc je vais vous lire son témoignage. Dans une grande enseigne bien connue, j'ai dû gérer pendant 3 ans sur 6 le rayon ésotérisme et psychologie, alors c'est ensemble, en réalité plus développement personnel que psychologie, et 10 mois en plus de cela, le rayon développement personnel, bien-être proprement dit. Nous n'étions pas obligés de mettre en avant tel ou tel article, mais on nous incitait fortement à privilégier les meilleures ventes. Et parmi les meilleures ventes, en fonction du rayon, je me souviens avoir vu des livres de Patricia Daré, c'est pour ça que j'ai mis ça là, parce que j'en ai deux comme ça à la maison, voilà, une voyante, médium. Ou Stéphane Alix, que vous connaissez, c'est le monsieur qui a écrit le bouquin sur la vie après la mort, il a fait des tests, il a fait des expériences, et il prétend qu'il a des preuves, Ouais. et quand on regarde, on rigole. Ou Jean-Claude Bourré, sur les ovnis, ex-journaliste, qui prétend qu'il a invité des aliens sur le plateau de TF1, de Tony Robbins, là je ne connais pas, bien rangé en psychologie et non en développement personnel, et bien l'autre, sans oublier des nombreux livres sur l'homéopathie, la lithothérapie et j'en passe. Évidemment, je ne pouvais pas faire grand-chose en tant qu'employé puisqu'il n'y avait pas ou trop peu d'auteurs sérieux dans ce domaine que je pouvais mettre en avant à la place de ces meilleures ventes. Surtout que ma spécialité, c'est l'histoire. C'est parce que je voulais gérer le rayon de cette dernière que j'ai dû me taper ces trucs bidons. J'ai quitté l'enseigne en 2019, donc avant le Covid, au moment où ces rayons commençaient à prendre de l'ampleur en termes de vente. C'est également quelques mois avant de partir que je me suis aperçu que bien-être et développement personnel, dans certaines œuvres étaient rangées en psychologie, j'en étais déjà conscient pour l'ésotérisme, était en fait une supercherie. Et j'étais donc extrêmement dégoûté d'avoir malgré moi mis en avant ces ouvrages que je déconseille maintenant très fortement. Donc, il a un peu le sentiment de ne pas avoir aidé les gens, d'avoir été coupable de quelque chose. J'ai évoqué dans mon introduction, est-ce que les libraires sont complices? Évidemment, les employés, eux, ils n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'il y a une complicité ou est-ce que c'est pas possible de faire autrement? Alors ça, c'est à chacun de voir. En fait, ça dépend aussi des librairies. Il y a des librairies qui laissent les libraires faire à peu près ce qu'ils veulent, sans qu'ils fassent n'importe quoi pour autant, évidemment. Il y en a d'autres qui ont des directives, donc c'est très variable. Mais il y a deux types de clients en règle générale. Il y a le client qui va venir vers vous en vous disant je veux tel livre, on lui donne merci, au revoir. Hmm. Et puis il y a d'autres clients avec lesquels on peut discuter un petit peu et qui éventuellement vous demandent votre avis. Dans ces cas-là, c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire, mais ma position est assez claire, même si elle peut paraître un petit peu désarçonnante sur le moment. C'est-à-dire que je veux dire clairement ce que je pense, à savoir que c'est de la merde. Donc, il y a une ambiguïté du libraire là-dedans, puisque il faut quand même qu'il vende, il est là pour ça. Et comme ça génère beaucoup de cash, on va retomber dans la vieille chanson de la péréquation, c'est-à-dire qu'il faut vendre beaucoup de choses comme ça parce que ça nous permet de vendre des choses plus exigeantes à côté. Oui, bon, d'accord, mais euh, si quand je rentre, j'ai 12 mètres linéaires sur parler avec mes ancêtres ou lire les lignes de mon petit orteil pour savoir si demain il fera beau, et que j'ai 1 mètre avec toutes les sciences qui se empilent les unes sur les autres, je vais pas spontanément aller vers les sciences. Ah mais non, c'est clair, mais de toute façon, là on parle de librairie, mais la librairie c'est juste un maillon de la chaîne, puisque vous avez toute la constellation TikTok, Instagram, tout ce qui se trouve sur le net, les stages, les formations payantes, bien sûr, les conférences, etc., etc., etc. Quand vous assistez à des conférences d'auteurs qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires, vous avez l'impression d'être dans la quatrième dimension, quoi. C'est-à-dire que vous voyez un public qui est plein de ferveur, Mm. qui est suspendu aux lèvres du conférencier ou de la conférencière. C'est ça qui est problématique aussi. On se sent très mal à l'aise dans ces moments-là. Et pour avoir parlé avec certaines de ces personnes,
J'ai vu leur détresse. J'ai vu des gens qui avaient perdu un proche, Oui. qui étaient dans une situation de séparation douloureuse et qui cherchaient des réponses. Et de ces gens-là, à aucun moment on ne peut se moquer. Ce qui, moi, me révulse, ce sont les auteurs qui font fortune là-dessus et bien sûr les éditeurs qui créent des collections à n'en plus finir depuis 5 ou 6 ans. Alors évidemment, pardon, vous avez commencé à le dire, mais je le développe parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne se moque pas des gens qui croient. Le problème en fait, les zététiciens sont les meilleurs alliés des croyants. Parce que les croyants sont une population qui est la cible des escrocs, des ordures, des menteurs, des charlatans, tout ce que vous voulez. Et dans les éditeurs, les gens qui font du fric, ils sont bien contents de récupérer tout le pognon des tenants croyants. Les tenants croyants, ils ne donnent pas d'argent aux zététiciens. Ils peuvent avoir confiance en nous. Leur argent est en sécurité, ils n'achètent pas ce qu'on fait. Donc ils peuvent nous écouter. Donc on n'est pas leur ennemi du tout. Mais nous, on aimerait les protéger pour ne pas qu'ils se fassent enfler par toute une constellation de gens qui sont là pour leur piquer tout leur fric. Et on voit bien que dans les arnaques, certaines que j'ai dénoncées sur la chaîne, euh, il y a une propension gigantesque à colorer toutes les arnaques d'un petit peu de magie parce qu'ils savent que ce public-là va mordre mieux, en fait. Donc, ce public-là, il a besoin de nous piquer à nous des concepts éthiques pour se poser des questions et pour pas se faire enfler. Il y a peut-être du vrai dans la magie, hein. Enfin, la manière dont c'est vendu, c'est pas sur le vrai que ça s'appuie, hein. C'est plus sur le besoin et sur le ressenti, et sur comment on peut s'insérer dans les biais cognitifs des gens pour leur faire croire qu'on a des réponses. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, Il y a cette espèce de choses à laquelle on se heurte et dont on ne sait pas trop quoi faire, mais qui relève de l'anthropologie, ce besoin de croire. Ce besoin de croire et ce besoin d'enchanter un monde ou de réenchanter un monde qui est quand même assez désespérant dans l'ensemble. Alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème du côté de l'offre des gens qui font je cherche le livre de Dawkins, La magie du réel. Je peux aller, c'est un livre noir. Attendez, j'arrive à voir. Si, si, ah. Pardonnez-moi, je cherche un livre dans ma bibliothèque. Je sais pas où je l'ai mis. Je vais Bon. chanter une petite chanson en attendant. Ouais, non, mais bah, je pensais que. Bon, bref, bon. Est-ce qu'on n'a pas besoin que les gens qui font des choses sérieuses proposent des contenus un peu enchantés, un peu qui va se rêver. Il y a plein d'excellents vulgarisateurs. Il y a Julien Bobrov qui parle de physique. Il fait plein de vidéos sur Internet qui sont absolument géniales. Il fait des capsules de 10 minutes. C'est brillant. Il y a des gens comme Viviane, Syllabus qui sont très forts. Ces gens-là, est-ce qu'on en a assez, quoi? Et est-ce que lorsqu'ils ont des choses à vendre dans les rayons, est-ce qu'on leur fait de la place? Mais vous n'êtes pas absolument convaincu que tout à chacun veuille apprendre, connaître, faire l'effort. Ouais. C'est un travail tout ça. L'esprit critique, c'est un travail. La pensée, c'est un travail. Ça demande une forme de concentration, ça demande une forme de persévérance. Et je ne suis pas certain que tout le monde ait envie de ça, tout simplement parce que, voilà, ça semble trop exigeant, tout Non, simplement. mais il n'y a pas besoin c'est pas super exigeant. Il y a des contenus de vulgarisation qui peuvent être simples, qui expliquent le cosmos. Un livre d'astronomie avec des superbes photos qui explique des choses sans rentrer dans le détail je sais pas, du décalage spectral compliqué, machin. En fait, c'est simple, mais moi, c'est déjà un niveau compliqué. Vous voyez. On peut faire des choses simples, accessibles et qui donnent de la magie dans le réel. Et peut-être qu'on n'en a pas assez. Et du coup, les autres prennent la place. Euh, non, je pense pas parce que je crois il y a énormément de choses. Dans les livres de science, il y a énormément de collections qui ont été créées, de très bonnes choses qui sont publiées, qui sont accessibles à tout à chacun sans connaissance préalable. Le choix est là. Le choix est là et le D'accord. choix est fait dans la grande majorité pour des choses qui paraissent plus excitantes, plus stimulantes, plus valorisantes. Parce que vous voyez, vous parlez, on peut prendre un livre sur l'histoire du cosmos, on peut prendre un livre sur la vie des insectes, peu importe. Denis Savoie, Mais Cosmographie, très, 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 très beau livre sur le mouvement des planètes. Voilà.
et désastres. Oui, voilà, mais vous voyez, il faut déjà un intérêt pour ça, et même si c'est passionnant, même si la vie d'un insecte peut être passionnante en soi quand on la prend au ras du sol, même si on peut s'émerveiller de la moindre chose vivante, il reste quand même des choses qui attirent irrémédiablement les gens. Alors, Vlad m'a soufflé le fait que les magasins Printemps faisaient une opération ésotériste en ce moment. Je sais pas si t'es au courant de ça, Thierry. Ah non. Bon, du coup, on va pas en parler si on est. Apparemment, ils font de la com là-dessus sur En fait, ils se servent de l'imagerie ésotérique, notamment dans leurs vitrines, avec genre des séances de cartomancie présentées dans les vitrines pour attirer les gens à qui ça pourrait plaire. On m'a tenu au courant de ça dernièrement. C'est dans les vitrines. Bon, bah, on les félicite pas. Mais tout est bon pour faire de l'argent. Donc, vous évoquez dans le livre le fait que c'est. Ou alors, c'était quand on a préparé l'émission, que c'est un phénomène liquide, tout ça. Oh, c'est pire que ça. Alors, Vlad dit que c'est si pire que ça pour Printemps. Bon, vas-y là. Printemps. Je suis sur le site officiel de printemps.com. Et donc ça s'appelle Astromode. Tarot, ligne de la main, talks, dédicaces, plongez au cœur des arts divinatoires pendant l'événement Astromode du 31 août au 15 octobre 2023. Le printemps vous invite et vous dévoile votre avenir. Bienvenue à l'événement Astromode, etc. Et donc c'est un événement qui est fait sur le thème de l'astrologie et de la divination en général. Eux, ils montrent beaucoup de cartomancie. En tout cas, l'idée, c'est de se servir de cette mouvance ésotérique pour vendre des trucs, quoi. Tout simplement. C'est du commerce, c'est du commerce. Mais c'est un peu triste de... Mais bon, comme on disait juste avant, notre invité disait que, 8 € la consultation de 20 minutes. en fait, malheureusement, il y a une offre en face, et c'est juste que les gens préfèrent l'ésotérisme. Espérons que ce n'est qu'une mode, mais ce n'est pas sûr du tout. Donc voilà, sur le phénomène liquide, c'est-à-dire que c'est compliqué de lui trouver des bords, c'est difficile de l'endiguer, c'est difficile de le définir, et donc de lutter contre, si jamais il y avait besoin de lutter contre, c'est encore plus compliqué. C'est quoi les dangers, en fait? On a évoqué un peu, mais on pourrait se dire, laissons les gens croire ce qu'ils veulent, ils sont adultes, ils sont vaccinés. Non, pas ça là d'ailleurs. Mais on pourrait dire, voilà, pourquoi est-ce que nous, ça nous embête? Pourquoi on ne peut pas laisser les gens tranquilles? Ben, là, on arrive à une question qui est assez problématique, en fait. Quand j'ai écrit le livre sur le développement personnel, il a bien fallu que je lise et relise des livres de développement personnel. Et ce que j'ai ressenti en les lisant, encore une fois, il y a différents types, différents niveaux, différentes qualités, mais enfin, ce que j'ai ressenti, c'est une espèce de perte de matière cérébrale à fur et à mesure que je lisais. Ce qui veut dire simplement que, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que je me rends compte que le contenu est bête, mais je m'en rends compte parce que j'ai une forme de recul, parce que j'ai l'habitude de lire d'autres choses. Donc c'est difficile parce qu'on se dit, voilà, l'esprit critique, où est-il? C'est là qu'il devrait agir. Mais c'est pas simplement aujourd'hui, maintenant, pour des gens qui ont 25, 30 ans, qui peut être activé. En tout cas, ça demande des efforts. Mais c'est beaucoup plus tôt qui devrait être mis en place. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un manque dans l'éducation en général. C'est quelque chose d'esprit critique qui devrait être enseigné à l'école pour justement éviter ce genre de mirage qui conduit à penser que si je bois du jus de fruits ou de légumes, je vais guérir d'un cancer, parce qu'on a vu le cas récemment encore. Voilà, c'est très concrètement, on n'en a pas trop parlé, mais tout l'aspect thérapeutique, il est là aussi, le danger, il est là aussi. Et puis cette idée selon laquelle, voilà, Mère Nature, Gaïa se venge de nous, que c'est un être vivant certes, mais qu'il a une volonté, voilà, toutes ces choses-là mises bout à bout, ça conduit à une conception du monde qui est finalement une espèce de décollage de la réalité, et puis surtout qui conduit à se désintéresser de l'action associative, syndicale ou politique, parce qu'on considère que si c'est à chacun de trouver sa vérité, comment faire un collectif à partir de ça? Oui. Un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est que le New Age,
initialement, avait une charge politique. Il avait une charge de Oui, contestation de l'ordre établi, de rejet du monde industriel, etc. Mais euh, en disant, il faut qu'on se fédère ensemble, qu'on ait une vision commune et qu'on propose une vision alternative, mais commune. oui. Du coup, on peut débattre sur les valeurs et les priorités. Et j'ai l'impression que ce qui est curieux, c'est qu'au nom de la tolérance, il faut être tolérant. Du coup, il n'y a plus de débat. Et du coup, cette charge qui pouvait changer le monde, elle est totalement annihilée puisque on ne change pas le monde, on se change soi-même. Oui, alors l'idée, c'est qu'on se change soi-même pour changer le monde. Ça, c'est un mantra du New Oui, Age. voilà. Mais il y avait un retournement du New Age, c'est-à-dire que le New Age, d'une certaine façon, a disparu et en même temps, il a ensemencé tout un tas d'autres courants qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. C'est une idée selon laquelle, par exemple, oui, effectivement, euh, il faut faire un travail sur soi, et puis qu'il faut construire un autre discours, parce que le New Age était contre le matérialisme de l'époque, contre le consumérisme, contre beaucoup de choses. Ce qu'on peut Euh, respecter hein, comme position. Hein. Tout à fait. Mais c'était effectivement dans une perspective collective, voire communautaire. Or, aujourd'hui, on se sert comment dire, des traces et des textes encore du New Age, mais encore une fois d'un point de vue individuel et simplement pour son bien-être, absolument pas pour changer les choses. Oui. Et malheureusement, là aussi, on a une forme de pensée magique qui est également celle du développement personnel, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, je vais me changer moi-même euh, et je serai plus heureux, et je serai plus épanoui, et je serai plus authentique, et je vais pouvoir, comme ça, créer par une forme de capillarité et d'agrégation des petits groupes, des consciences éclairées qui, de proche en proche, vont finir par se constituer en modèle collectif. Mais ça marche pas comme ça, c'est ça le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Oui. L'un des mots-clés qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot holistique. Et dans le registre des dangers, le problème, c'est que quand vous avez une explication totale, bah, vous avez une emprise totale potentielle. Si tous les aspects de la vie sont connectés à cette notion de psychogénéalogie ou de chakra ou de magnétisme, voilà. Enfin, en général, quand vous rentrez sur un truc, ça explique tout. Et comme ça explique tout, ça englobe tout et ça contrôle tout euh, potentiellement. Euh, et en face, c'est compliqué parce que une fois que vous avez la réponse totale, bah, les gens qui critiquent, bah, c'est des jaloux, parce que nous, on n'a pas la réponse, donc on passe pour des jaloux, on passe pour des aigris, on passe pour des... J'ai vu le mot, on est arrogant ou désagréable. Euh, Comment on fait pour porter une critique qui peut être audible du point de vue des gens qui ont déjà commencé à consommer ces choses-là, qui nous paraissent pas bien, etc., mais sans qu'on passe pour des donneurs de leçons, quoi. Ah, ça, c'est très difficile. Parce qu'encore une fois, il y a le côté chacun sa vérité. Donc, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de discuter. Euh, il n'y a même pas possibilité de discuter. Et puis, il y a aussi cette idée selon laquelle, effectivement, on passe pour des donneurs de leçons. Qui es-tu, toi, pour me dire ce que je dois penser ou ne pas Oui. penser? C'est très difficile, comme pour les adeptes du complotisme, c'est-à-dire que il y a toujours, à partir du moment où vous commencez à argumenter, vous êtes dans le mauvais camp, vous êtes dans le camp des méchants, donc on ne vous écoutera même pas. Donc c'est une espèce d'approche par petites touches qu'il faudrait, mais ça veut dire passer du temps avec les gens, qui soient d'accord pour le faire, ça c'est pas gagné. Euh, on peut mettre le doigt sur certaines choses, c'est-à-dire que le holisme, par exemple, cette idée selon laquelle voilà, corps et esprit ne font qu'un, et moi-même en tant qu'humain, je ne fais qu'un avec l'univers, et je dois me connecter à l'énergie de l'univers. Bien. Qu'entends-tu par te connecter exactement? Oui. C'est juste une analogie en fait. Donc là, on va retomber sur l'explication classique. Ben, je le ressens, je le sens en moi. Et je vais même faire semblant de le sentir pour pouvoir euh, rejoindre les petites communautés éphémères et provisoires qu'on constitue comme ça, parce que effectivement, c'est une façon de se mettre en scène soi-même. C'est une façon de se constituer une identité, mais qui est purement déclarative ou narrative, Hmm. que par besoin d'intégration, par besoin de reconnaissance.
On va dire, voilà, je ressens ci, je ressens ça, je suis comme toi, les mots sont inutiles, nous communions dans l'ineffable. Donc voilà, c'est très difficile parce on a que le langage, nous. On n'est pas dans l'ineffable. Et on sait que l'ineffable, par définition, bah, c'est le néant. Ouais. Et on a le problème alors, parmi tous les trucs extrêmement vendus, on a Le Secret de Madame Rhonda Byrne. Très, très bon, Et très bon. j'ai une phrase du Secret à vous lire les gens enfin, vous allez comprendre de ce que je veux dire par là. Si vous ne recevez pas ce que vous demandez, ce n'est pas la loi qui a échoué, c'est que vos doutes l'emportent sur votre foi. Là, on a l'irréfutabilité. Et du coup, on ne peut pas expliquer aux gens que que le, que le propos n'est pas vrai, parce que si on les amène à douter que le propos est vrai, alors on les a contaminés avec un doute qui est leur ennemi principal. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a en échange? Qu'est-ce qu'on a en échange? Il faut reconnaître que la zététique, le doute, la connaissance, c'est pas toujours très sexy. Et Ça pourtant, n'a je pas. m'habille bien, je mets des cravates pour être sexy et tout, et je me suis rasé là. Non, mais On fait des ça a un effet efforts. considérable, c'est sûr. Ouais. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. On a de pauvres armes par rapport à ça. Et puis, il y a aussi cette idée de. Enfin, quand on se confronte à un certain nombre de pensées, de théories, on gagne une forme, j'espère en tout cas, d'humilité. Or, on n'est pas du tout dans ce registre-là pour ceux qui sont adeptes de l'ésotérisme. L'humilité ne les intéresse pas. Au contraire, eux sont plus malins que vous parce que eux comprennent vraiment les choses. Et vous, vous êtes encore dans une forme d'ancien monde parce que vous croyez les discours établis, les discours officiels, ceux des médias, ceux de la science, ceux de la médecine, ceux des politiques, etc. Mais c'est quand même terrible parce que je vois bien dans le chat qu'il y a des gens qui nous traitent d'arrogants. C'est compliqué. Et après, là, on a un format où on parle entre nous. Il faudrait faire un format débat avec. Et moi, je veux bien hein, faire des débats avec des gens qui croient ou qui écrivent ces choses-là. Il y a un truc qui s'appelle le format, conversation sceptique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais on peut en refaire. Mais ça serait une sorte de combat à qui est le plus humble. Ça rappelle un peu des choses. Ça, c'est moi qui suis plus humble que toi. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que c'est plus arrogant de dire votre propos, j'ai pas de bonne raison d'y croire, et par ici on a des gens qui travaillent toute la journée, toute leur vie, qui sont les héritiers d'une longue tradition scientifique où on remet tout en question et les théories qui tiennent pas la route, on leur tape dessus et on les enterre. Et donc, ce qui reste, c'est uniquement les choses qui sont solides. Et on sait bien que même les choses solides, elles vont finir par disparaître. Ou est-ce que on est plus arrogant lorsqu'on dit un tel a une révélation il y a 100 ans et il ne faut rien toucher à sa parole? C'est monsieur Kardec ou monsieur Freud, voilà. Et on transmet. Et puis, on espère que quelqu'un, à chaque génération, il y a un génie qui arrive, qui a tout compris, mieux que les autres. Euh, c'est quoi le plus arrogant entre les deux? Moi, j'ai mon avis, évidemment. Mais à chaque fois que nous, on parle de ces choses-là, on a des gens qui viennent nous dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a l'air arrogant parce que on a l'air de prétendre que nous on connaît la vérité, alors que comme on est sceptique, on explique juste que ceux qui prétendent avoir la vérité, ils ne l'ont pas. La seule vérité que j'ai, c'est que ceux qui prétendent avoir la vérité, ils se trompent plus souvent qu'ils ont raison en fait. Et cette parole-là, elle a du mal à passer. J'ai Oui, l'impression. mais on en revient toujours au même point parce que quel que soit le bout par lequel on prenne la ficelle, on arrivera toujours au même endroit, c'est-à-dire l'éducation, le Oui. contenu de l'éducation, la culture scientifique. Quelle culture scientifique a-t-on quand on sort du lycée? Elle est misérable. Oui. Donc il y a une façon aussi tout ça, c'est un ensemble, c'est un fait social. Il y a aussi cette idée qui est très française et qui veut qu'on préfère à la que personne ne soit libre, mais que tout le monde soit égal à l'autre. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là, c'est que il n'y a plus non plus ce vieux système qui aussi a ses défauts de hiérarchie des savoirs, de hiérarchie des connaissances. Tout ça n'est plus accepté. La parole même d'autorité pose problème. Oui. Le sachant Et en qui doit... soi, cette remise en question, elle est plutôt saine. Oui, elle est plutôt saine, mais elle doit se faire dans une espèce, enfin, dans une confrontation argumentaire, argumentée.
argumentative, pas dans des prises de position qui reposent sur de l'émotion. Ça, c'est pas possible. Ouais. Mais, Mais oui. non, non, finissez. On voit depuis des années, avec l'apparition de cette notion de quotient émotionnel, avec ces expressions comme gérer ses émotions, exprimer ses émotions. Vous voyez, tout ça, c'est un mouvement qui part de très très loin et qui va, d'une certaine façon, contre une raison qu'on montre de façon caricaturale comme quelque chose de désincarné, abstrait, dominateur, etc., etc., etc. Ouais. Après, il y a aussi le problème dans la manière dont, quand on n'est pas expert d'un sujet, de dire, de croire qu'on a fait le travail des experts. C'est-à-dire que il est récurrent du côté des sceptiques, parce qu'on va faire un peu de critique, de dire que, parce que j'ai vu passer les gens qui se plaignent quand on leur dit ça, de dire en face, ils croient parce qu'ils ne pensent pas, parce qu'ils acceptent, ils gobent tout ce qu'on leur dit sans réfléchir, c'est des crétins, et ils croient ce qui leur fait plaisir. Désolé, mais du côté des sceptiques et des gens qui croient dans ce que dit la science, il y a aussi ce phénomène. Moi, j'ai adhéré très jeune au discours sur l'astronomie, sur les dinosaures, parce que ça me plaisait. Quand on parle d'espace, de l'univers, de galaxies, de dinosaures, ça me plaisait. Donc du coup, j'ai écouté et j'ai commencé comme ça. Maintenant, je suis exigeant avec ce que je crois. Mais n'empêche que on a tout ça. Et quand on compare le rapport affectif des gens qui croient à la science et des gens qui croient à ce qu'on peut appeler les anti-sciences, c'est pas si différent que ça. Après, il y a ceux qui, dans ce travail, qui sont chercheurs, qui sont, voilà, ou qui font un travail sur eux-mêmes et qui écrivent des choses, où là, évidemment, on fait le travail de comparer ce qu'on croit savoir à la réalité, mais la plupart des gens qui sont dans le monde sceptique et qui picorent un peu des contenus comme ça m'arrive moi sur tous les sujets où je ne suis pas expert, on a une bonne partie de ce qu'on croit qui correspond juste à ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît pas, éventuellement, quand on est les moins bêtes d'entre nous, juste on va pas aller s'y frotter, mais on va pas le nier quoi. Donc on se ressemble beaucoup. Les gens qui croient à tous les ésotérismes, les gens qui croient aux sciences se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait. Mais dans les différences, c'est là que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui est des différents, qui a raison plutôt, parce que de toute façon des gens ont raison et des gens ont tort. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les gens qui ont tort prennent des décisions mauvaises pour eux et pour les autres. Et ben, quand on a cette démarche-là, on est un peu plus sceptique que la moyenne, on est un peu plus prudent que la moyenne, on est un peu plus critique que la moyenne. Du coup, on est arrogant parce qu'on le dit qu'on est plus que la moyenne. Vous voyez. Mais on n'est pas si différent, en fait, dans la démarche initiale. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être, si on rendait plus appétant le discours des sciences, qu'un discours ardu, mais on peut très bien vulgariser les choses et que ce soit simple en première analyse. Et peut-être que c'est pas encore assez bien fait. Moi, c'est mon espoir. Et vous me dites que en fait non, les gens sont pas intéressés. Et du coup, ça douche mon espoir. Et donc, je veux pas vous croire. Mais après, on arrive au fondement ultime, c'est-à-dire la conception qu'on se fait de la nature humaine, qui peut être très variable en fonction de nos propres expériences, notre propre caractère. Bon, c'est, on est dans autre chose, mais on arrive un peu à ça. Mais Mm. vous pouvez soit décider que l'homme est bon, comme Rousseau, ou Oui. que l'homme est mauvais, comme Machiavel, par exemple. Voilà, après, c'est une prise de position qui vous engage. Sans aller jusque-là, je pense aussi que certains contenus, certaines connaissances sont ardus et le resteront. Oui. Et c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez la philosophie, on va demander aux philosophes, voilà, de nous expliquer comment vivre, comment être heureux, voilà, donc dans une démarche, encore une fois, de développement personnel. Mais on va pas demander aux mathématiciens de nous faire des équations simplifiées parce que bah, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que certaines choses sont par nature ardues. Une certaine philosophie, la vraie philosophie, par nature, est ardue. Et le problème, moi, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. Est-ce que le contenu est trop ardu ou est-ce que c'est moi qui ne veux pas me mettre au niveau du contenu? Il y a sûrement un peu des deux dans beaucoup de situations. On va passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions pour notre invité, vous mettez question ou ask et vous la posez. Et puis, ça va remonter via Vled, mais moi, j'ai aussi un œil là-dessus.
Dans mon édito, j'ai évoqué le fait que toutes ces idées-là, ça plaisait beaucoup aux patrons et aux grands puissants parce que ça valide le système, en fait. Bien sûr, Et bien l'ésotérisme, sûr. et c'est le grand paradoxe, l'ésotérisme ne remet pas du tout en question l'ordre des choses, puisque l'univers donne l'abondance à ceux qui la méritent. Donc les gens qui sont en haut l'ont mérité, on ne va pas les renverser, on ne va pas changer l'ordre des choses, c'est à moi de travailler pour que l'univers me récompense, en fait. Et donc, il y a une sorte d'ultra-compatibilité avec l'ultra-libéralisme qui paraît être à l'opposé de l'image que ça veut se donner. Je ne sais pas si ça, vous pouvez nous en dire un mot. Oui, alors c'est plus encore le cas pour le développement personnel que pour Oui. l'ésotérisme, mais je pense qu'on approche, puisque j'ai vu qu'il existait maintenant des chamans d'entreprise. Mais oui, voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Quand vous voyez que on essaye de justifier la quête effrénée de leaders au sein de l'entreprise, alors que seront ces leaders? Ben, ultimement, ce sont des gens qui par nature sont leaders. Voilà, on arrive à ça. Et donc, si eux le sont, d'autres ne le sont pas, par nature. Donc, voilà, c'est encore une fois, alors on va mettre en place tout un tas d'outils, plus ou moins rassurants, plus ou moins farfelus, parce qu'on voit qu'effectivement l'énéagramme commence à s'installer dans certaines entreprises. Euh, on voit qu'il y a des choses, des rituels d'entreprise qui se mettent en place également. Bon, tout ça, c'est une façon de se rassurer, mais le point commun dans tout ça, c'est un refus du hasard, c'est un refus de la contingence, c'est un refus de tout ce qu'on ne contrôle pas. Parce que dans le développement personnel, dans l'ésotérisme et même dans le management, même si le rapprochement peut paraître un peu surprenant, il y a cette même crainte du fortuit et du hasard et de choses qui nous échappent. Or, par définition, la vie, c'est fait de choses qui nous échappent. Alors, parmi les questions, est-ce que la France est un territoire particulier ou est-ce que c'est pareil partout? Est-ce qu'on a des bases de comparaison? Ah oui, oui, c'est à peu près partout en Europe, sauf les anciens pays du bloc de l'Est, qui ont un rapport à la religion qui est encore Oui. qui est très différent du nôtre. C'est pas la même histoire, mais c'est un phénomène occidental, pour le dire vite. Et puis on voit aussi des choses, par exemple au Mexique, avec des mouvements néo-chamaniques, qu'on voit également en Sibérie, qu'on voit également en Mongolie. Mais là, c'est pour des raisons différentes, à savoir une espèce de retour euh, à des croyances anté-communistes, anté-URSS, une façon de se réapproprier son identité. Mais encore une fois, c'est des choses bricolées. On demande si la franc-maçonnerie qui est rangée dans les rayons ésotériques, est-ce que ça vous paraît mérité? Mais là, je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Ah voilà, typiquement l'ésotérisme, enfin la franc-maçonnerie, c'est de l'ésotérisme, mais de l'ésotérisme au sens classique, Voilà. c'est-à-dire c'est une société secrète avec initiation, avec maître, disciple, apprenti, etc. Il y a peu de questions qui remontent aussi sur sur les acteurs. Donc, il y a les gens du terrain qui vendent, machin. Les maisons d'édition, les éditeurs et les auteurs de tout ça. Est-ce qu'il y a des réseaux? Euh, Comment ça marche? Est-ce qu'on peut identifier des gens qui seraient des comment dirais-je, des grands patrons, des grands influenceurs, des gens qui font la loi dans le paysage de l'ésotérisme? Oui, mais vous avez cité Stéphane Alix tout à l'heure, voilà, par exemple. Stéphane Alix, mais c'est très simple, hein, Stéphane Alix vend tellement. Ce serait la même chose en littérature. Le nombre de ventes de livres est tel que, par définition, eh ben, il fait un petit peu ce qu'il veut. Quand vous prenez les productions de Natacha Calestrémé, par exemple, là, vous avez l'exemple paradigmatique C'est pas sa de femme. ex-femme. D'accord. Bon, ils se connaissent bien. Ah oui, ils se connaissent bien. Voilà, vous avez le mélange entre ésotérisme et développement personnel, puisque vous avez une façon, une méthode selon 22 protocoles pour gérer vos émotions, et en même temps, vous devez trouver le nom de votre ange gardien, enfin de votre guide, comme elle l'appelle. Vous voyez? Et ce livre-là,
La clé de votre énergie a été numéro 1 des ventes en France. Euh, on, on peut avoir des chiffres, donc voilà, c'est quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de ventes, et en termes d'argent, on a des chiffres. Non, en général, on n'a pas trop de chiffres, on a des tendances, on peut voir le nombre de titres parus, ça va pas beaucoup plus loin en général. Après, c'est très variable en fonction des maisons d'édition, en fonction des librairies, c'est très variable. Mais en général, on est assez secret sur ce genre de choses. Oui, surtout en Tout ce que France. je vois, ouais, tout ce que je vois, moi, c'est que vu le nombre de parutions qui augmente avec les années, on est sur un marché qu'on considère comme suffisamment porteur pour investir dedans. Mais donc, c'est-à-dire que pour les auteurs qui vendent beaucoup, c'est quelques millions. Ah, ça peut. Alors, peut-être pas en France, des millions, ça dépend. Si vous prenez un titre comme Le Secret, donc qui est traduit de Ouais, l'américain, ça, c'est plusieurs millions. c'est oui, c'est Si vous, ouais, beaucoup, prenez, beaucoup. si vous prenez ceux qu'on a cités, Patricia Daré, c'est quelques centaines de milliers Non, mais d'exemplaires. je parlais d'argent en fait. Je parlais de millions d'euros. Ah, pardon, d'argent. Ça, je ne saurais pas vous dire. C'est voilà, on est dans chez les gros vendeurs, on est dans les il y a 6 zéros quoi. Oui, alors d'autant plus qu'il y a le livre, effectivement, mais après, vous aurez les conférences payantes, vous aurez Voilà, les stages, vous aurez, etc. Tout ça, quoi. voilà. Donc il y a alors OK, c'est pas des milliards et des milliards et des milliards, c'est pas les chiffres des multinationales et certains nous reprochent de ne pas nous attaquer aux super méga riches. Bon bah qu'ils le fassent, très bien, mais ça reste quand même beaucoup d'argent et ça explique pourquoi ça prend tant de place dans le paysage, parce que c'est compliqué quand on est libraire de résister à ça, puisque si on veut que la boutique reste ouverte, surtout quand il y a Amazon et les autres sites, voilà, on est bien obligé de proposer ce qu'on s'attend à ce que les gens veulent, et les gens veulent ça aussi. Alors, je regarde s'il y a une question. Euh, est-ce que les gens qui viennent acheter ça, est-ce qu'ils achètent aussi autre chose? Non. Voilà. En général, non. Donc, si on veut vendre, il faut mettre ça, sinon c'est foutu. Oui, oui, mais c'est la position intenable du libraire qui euh, soit décide d'être cynique en se disant l'argent n'a pas d'odeur, soit il essaie d'avoir une position un peu plus éthique, mais encore une fois, de quel droit? Oui. Et puis surtout, effectivement, il faut bien manger. Merci à Yertis, Alex et Evelyne qui ont géré la modération. Monsieur Jobard, un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et qui vous paraît important quand même, malgré tout? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a parlé de Ou un truc beaucoup de choses. qu'on a dit mais qu'on n'a pas assez dit. Pardon? Ou un truc qu'on a dit mais on n'a pas dit assez fort. C'est quoi le message principal, par exemple? Voilà, sans Le vouloir mess- faire la leçon de morale aux gens, etc. Parce que ça, on a bien compris que c'était Non, mais compliqué de parler de ça sans avoir voilà, moralisateur. Mais bon, donc ça, c'est acté. Mais c'est quoi le message important? le message important pour moi, c'est l'hybridation actuelle entre développement personnel et ésotérisme, et c'est la façon dont l'ésotérisme et le développement personnel s'introduisent dans le monde du travail. Oui. Pour moi, c'est ça le gros problème. Bon, donc il y a beaucoup de travail. Vous pouvez lire Je crois, donc je suis. Vous pouvez lire Contre le développement personnel. C'est Monsieur Jobard. Vous pouvez évidemment privilégier vos libraires de quartier. Amazon, c'est bien pour regarder ce qui existe, mais quand vous voulez commander, bah, vous prenez vos petites jambes et vous allez au magasin. Moi, j'aime pas trop, mais auquel cas, il y a quand même des boutiques en ligne, chez vos libraires également. Euh, Il y a besoin de ça, parce que si vous voulez que l'offre reste variée, on a besoin de gens dont le livre est le métier, parce que le livre, voilà, c'est un métier. Vous avez des éditeurs, vous avez des diffuseurs, vous avez des gens qui viennent dans la boutique et qui présentent le catalogue, et vous avez un libraire qui choisit les livres qu'il met en rayon pour proposer à ses clients. Et ce métier-là, s'il disparaît, il restera plus que les grands influenceurs en ligne et les grandes maisons et ceux qui ont déjà du pouvoir. Donc si vous voulez réduire le pouvoir des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont prescripteurs, on a besoin d'acteurs de terrain qui sont dont c'est le métier, comme Monsieur Jobard. Et pour ça, il faut que vous alliez acheter dans les magasins. J'ai raison, j'ai tort? Merci Thomas, c'était très bien. Bon, donc j'ai raison.
comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir Merci de à se vous. recroiser, parce que Strasbourg n'est pas très loin de Nancy. Peut-être qu'on aura l'occasion. Au plaisir, oui. Et on va passer à la section 3 de notre émission Résurgence. Au revoir Thierry Jobard. À bientôt, au revoir.